Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous continuons sur le corps noir et nous allons parler un peu du spectre des ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques sont des ondes, c'est-à-dire des variations périodiques des champs électriques et magnétiques et qui se propagent, un peu comme des vagues. Et comme toutes les ondes, comme les vagues sur l'eau, elles ont une longueur d'onde. Qui est la distance entre deux crêtes. Donc si on a l'ondulation, c'est simplement cette distance-ci. Les ondes électromagnétiques comprennent toutes sortes de domaines liés à leur longueur d'onde, la lumière visible, les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma et quelques autres sous-domaines. Ces différents domaines ne diffèrent en réalité que par la longueur d'onde. La lumière visible elle-même se décompose en plusieurs longueurs d'onde qui sont les couleurs qui dépendent de la longueur d'onde. À chaque longueur d'onde correspond aussi une fréquence. C'est le rythme auquel les vagues arrivent sur la plage, par exemple. Et de même pour les ondes radio, ou les ondes lumineuses, ou autres, les ondes électromagnétiques, les ondulations du champ électrique magnétique, le rythme auquel elles arrivent sur un récepteur, par exemple, est la fréquence. Cette fréquence dépend de la vitesse de l'onde, ainsi que de sa longueur d'onde. Il y a un rapport simple entre les trois. Mais la vitesse des ondes électromagnétiques est constante dans le vide, et à peu près la même dans l'air. Donc, est de 300 000 km par seconde. Et donc, il est tout à fait équivalent de parler en termes de longueur d'onde ou de fréquence, ou parfois on utilise l'un, parfois l'autre. Ainsi, les stations radio, que vous écoutez sans doute, sont distinguées par leur fréquence d'émission. Par exemple, quand on écoute une radio en 100 MHz, méga pour million, et hertz est la fréquence, c'est l'unité de fréquence qui correspond à un battement par seconde. L'ensemble de toutes les longueurs d'onde possibles s'appelle le spectre. Alors, voici un schéma. Donc si on trace toutes les longueurs d'onde possibles, on a d'abord, dans les courtes longueurs d'onde, on a les rayons gamma, qu'on rencontre surtout dans le domaine de la radioactivité, les rayons X, là on parle des durs, là des mous, les ultraviolets, la bande de lumière visible, les infrarouges et les ondes radio. La partie lumière visible se décomposant en rouge, orange, jaune, bleu, etc. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce spectre en longueur d'onde peut se décomposer, par exemple, avec un filtre ou avec les gouttes d'eau qui donnent des nuages qui donnent l'arc-en-ciel. Pour donner quelques exemples, typiquement, les ondes radio, c'est des fréquences de quelques milliers à quelques millions de hertz, les longueurs d'onde de l'ordre du kilomètre à quelques mètres. On descend dans ce domaine-là, qui est un peu plus exploité qu'avant, qui est le domaine des térahertz, 1000 milliards de hertz, et avec des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre. Les infrarouges sont plus courts, des longueurs d'onde typiquement de l'ordre du millième de millimètre, ou micron, avec des fréquences de 100 000 milliards de hertz. Les rayons X ont typiquement des longueurs d'onde d'un dixième de milliardième de mètre, donc c'est très court, et des fréquences de milliards de hertz. On voit donc que le spectre est extrêmement large, et en particulier si on compare à d'autres spectres, d'autres ondes, comme par exemple le son, qui comprend les infrarouges, le son audible, et les infrasons,
le son audible et les ultrasons, avec une gamme de fréquences qui varie de quelques hertz à quelques dizaines de milliers de hertz. Alors qu'ici, on parle de milliards de hertz. Donc on est vraiment un spectre beaucoup plus large pour les ondes électromagnétiques. Et les fréquences peuvent ainsi être extraordinairement grandes et les longueurs d'onde extraordinairement petites. Alors, supposons que l'on ait un rayonnement donné, quelconque. On donne souvent l'intensité de ce rayonnement en fonction de la longueur d'onde. On dira que dans le rouge, il émet telle intensité, dans le bleu, il émet telle intensité, etc. On parle alors du spectre de ce rayonnement. C'est le terme employé. Ou alors on parle du spectre du corps qui émet ce rayonnement. Donc voilà pour la notion de spectre. Donc on va par exemple avoir en fonction de la longueur d'onde, un spectre comme ceci, avec une intensité lumineuse qui dépend de la longueur d'onde. Revenons au cas des corps noirs. Alors, le rayonnement des corps noirs est universel. Il est universel dans le sens qu'il ne dépend que de la température et pas de la nature de la substance qui est un corps noir. Donc, elle ne dépend pas de sa composition chimique. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie cette définition simple et idéalisée des corps noirs, c'est ce caractère universel. Pas besoin de tenir compte des détails de composition chimique, et c'est évidemment fort pratique pour les aspects théoriques et pratiques. Alors, cette universalité se démontre assez facilement. On va voir ça. Alors, imaginons le dispositif suivant. Donc, une boîte. On a une boîte qui est parfaitement isolante et dont les parois réfléchissent parfaitement les rayonnements. Donc ce sont de parfaits miroirs. À l'intérieur, on a deux substances différentes et qui sont des corps noirs. Entre les deux, on a une paroi filtrante qui ne laisse passer que certaines longueurs d'onde du spectre. Par exemple, un filtre rouge. Et pour les autres longueurs d'onde, il ne les absorbe pas, mais les réfléchit parfaitement. Alors, ce genre de situation est là aussi un peu idéalisé. On pourrait tenir compte du fait que l'isolation n'est pas parfaite, le réfléchissement n'est pas parfait, etc. Mais ça ne ferait que compliquer les choses sans rien apporter, et ça, la démonstration resterait correcte. Il est plus simple de raisonner avec le cas idéal. Alors, imaginons que la température est uniforme dans toute la boîte, dans la même température. Alors, puisque les parois et le filtre n'absorbent aucun rayonnement, et comme les parois sont parfaitement isolantes, alors la température reste constante. Et la seule évolution que pourrait subir l'ensemble est due au rayonnement de corps noirs qui passe à travers le filtre. Alors, supposons que ce rayonnement de corps noir ne soit pas universel, qu'il dépende de la température, mais aussi de la nature des substances. Alors, le spectre des corps noirs des deux substances doit être différent, au moins pour une partie des longueurs d'onde. Supposons que ça soit le spectre du premier corps, alors même s'ils sont presque identiques, puisqu'on dit qu'ils pourraient être différents, alors on doit avoir quelque part une différence entre les deux. Et
Alors, on va donc alors choisir un filtre qui est donc parfaitement réfléchissant, sauf pour une tranche de longueur d'onde qu'il laisse passer. Et on va choisir cette tranche de longueur d'onde dans la zone où il y a cette différence. Ça veut dire que, puisque le rayonnement est différent pour les deux corps, il y aura plus de rayonnement qui va passer dans un sens que dans l'autre. Ce rayonnement-là va passer à travers le filtre, celui-là aussi, et celui-là est plus intense. Et donc, plus de rayonnement passe dans un sens que dans l'autre. Les substances étant parfaitement absorbantes, elles absorbent tout rayonnement, ce sont des corps noirs, par définition, elles absorbent donc le rayonnement qui est reçu. C'est-à-dire le rayonnement qu'elles ont émis et qui a été réfléchi, plus celui qui est passé à travers le filtre et qui les atteint. Le corps qui émet le moins de rayonnement dans la gamme de longueur d'onde qui est concernée va donc en recevoir plus qu'il n'en émet. Parce que plus de rayonnements qu'il a émis seront réfléchis, puisqu'il y en a moins dans la gamme qui passe, et il en reçoit plus dans l'autre sens. Et à l'inverse, le corps de l'autre côté va en recevoir moins. Moins que ce qu'il a émis. Donc le corps qui a émis le moins de rayonnement dans cette gamme de longueur d'onde va recevoir plus de rayonnement qu'il en émet, il va donc accumuler de l'énergie, et donc il va voir sa température, il va donc s'échauffer, et voir sa température augmenter. À l'inverse, l'autre corps va se refroidir et voir sa température diminuer. Or, ce phénomène est directement en contradiction avec le second principe, qui n'autorise l'échange spontané de chaleur que d'un corps chaud vers un corps froid. Et ici, on a un corps qui s'échauffe, l'autre qui se refroidit, et donc on a de la chaleur qui passe du corps plus froid vers le corps plus chaud. C'est donc en contradiction avec ce second principe. Alors, et même pire que ça, puisque les deux parties de la boîte, les deux substances, se retrouvent à des températures différentes, elles pourraient servir de source froide et de source chaude pour une machine thermique, qui pourrait servir à produire de l'énergie mécanique ou électrique. L'énergie qui est ainsi ôtée du système pourrait simplement être rendue en ouvrant la boîte pour qu'elle reprenne une température uniforme, à la température ambiante. Puis on referme la boîte et on recommence. On aurait ainsi fabriqué une machine perpétuelle qui fournit de l'énergie indéfiniment. Ce qui, nous le savons, est impossible. Puisque tout ce raisonnement découle de l'hypothèse d'un rayonnement non universel, cela démontre que le rayonnement de corps noirs doit être universel selon la thermodynamique. C'est un raisonnement ancien. Ça avait déjà été constaté d'abord expérimentalement et aussi par la thermodynamique déjà au XIXe siècle. Et justement, puisqu'on parle de la vérification expérimentale, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'étude expérimentale du rayonnement de corps noirs. Je vous remercie.